on a des petites communes, tout comme des départements, des régions, des structures interco, des métropoles, et qui sont investis en fait sur les questions européennes. Voilà. Contexte, nous ne sommes pas une organisation féministe. La vocation qui est la nôtre, c'est d'accompagner, de former, d'informer les collectivités territoriales dans leurs initiatives à connotation ou à vocation européenne. On existe depuis 1951 et la genèse, en fait, c'est l'après-guerre, c'est cette effervescence européenne qui existait alors et la volonté d'élus locaux et régionaux, enfin plutôt locaux à l'époque en l'occurrence, de contribuer à leur échelle à la construction européenne. On est né en même temps que l'organisation européenne, notre grand réseau, si vous voulez, le CCRE, qui lui est basé à Bruxelles et qui a des représentations, des associations comme la nôtre, dans plus de 35 pays en Europe. On travaille sur des questions relativement diverses. Ça peut être l'impact de la réglementation européenne sur les services publics, ça peut être, comme l'évoquait Clémence en parlant de mes fonctions, ça peut être la mobilité des jeunes en Europe, ça peut être la cohésion sociale, l'insertion sociale et les politiques européennes qui peuvent aider les collectivités territoriales à la faire progresser. Et tout ça, en fait, toutes ces modalités d'action à travers des formations, des réunions qui intéressent les élus et les fonctionnaires territoriaux. Et voilà. Donc ça, c'est le président, bien sûr, un petit mot sur la gouvernance de la structure. Donc on a une association, je vous le disais. Donc comme toute association, on a donc une gouvernance qui est organisée sous forme d'un bureau et d'un comité directeur. L'association est présidée actuellement par Philippe Laurent, qui est le maire de Sceaux. Les instances de notre organisation sont pluralistes et intègrent l'ensemble des partis politiques européens, enfin pro-européens, français. Et on veille en fait à ce qu'il y ait une représentation équilibrée ou paritaire entre les femmes et les hommes au sein de nos instances. Voilà pour ce que nous sommes, pour ce qu'est la FCCRE. Et en fait, je vais faire le lien immédiatement en fait avec la charte. Je vous disais tout à l'heure qu'on ne travaille pas qu'on n'est pas une association, une organisation féministe, mais qu'on travaille sur les questions européennes. Et c'est un point très important que je rappelle en fait à chaque fois que j'ai l'occasion de parler de la charte, c'est de remettre, de reparler, de replacer son existence dans un contexte européen. Et en tant qu'Européenne, j'estime que c'est vraiment important et essentiel de rappeler que la question de l'égalité entre les femmes et les hommes figure dans les principes fondamentaux qui encadrent l'Union européenne. Je pense que c'est vraiment, vraiment important de le rappeler dans le contexte où on voit des débats qui réapparaissent au sein du Parlement européen. Rappeler que oui, c'est bien un principe, c'est bien inscrit dans les traités et que l'Union européenne a travaillé et travaille à faire progresser l'égalité entre les femmes et les hommes dans le cadre de ses compétences. Un petit mot, donc ça c'était le préambule que je fais à chaque fois. D'où vient et pourquoi est-ce qu'on s'investit dans le cadre de ce document, de ce cadre qu'est la charte? En fait, c'est lié à la genèse du document. Imaginez que à peu près chaque année, en temps normal, quand on peut se réunir, l'ensemble des élus investis au sein du CCRE se réunissent. On appelle ça les états généraux du CCRE. Et puis, là, ça date depuis les années 50. Et imaginez que fin des années 70, début des années 80, donc un grand raout, états généraux du CCRE, des élus locaux, régionaux de toute l'Europe sont là. Et parmi eux, il y a une femme qui s'appelle Françoise Gaspard qui constate, oh surprise, mais c'est quand même bizarre, il n'y a que des hommes à cette réunion. Il y a quelques femmes, très, très peu nombreuses. Donc, c'est quelque chose qui l'indigne. Et en fait, elle prend contact avec ces femmes et elle constitue... au début, c'est un groupe de femmes élues qui échangent sur la réalité de ce qu'est, à cette époque-là, d'être une femme élue avec les difficultés que ça représente. Et puis, petit à petit, en fait, c'est un groupe de travail qui se met en place, qui se structure et qui, de fil en aiguille, travaille sur ce qu'est le principe d'être une femme élue, mais aussi va se structurer, va commencer à travailler sur comment est-ce que, quand on est une collectivité territoriale, quand on est un échelon de gouvernance au plus proche des citoyens,
comment est-ce qu'on peut faire en sorte que les politiques qu'on va mener vont contribuer à faire progresser les droits des femmes et à promouvoir l'égalité entre les femmes et les hommes. Et donc, ce travail qui se structure sous forme d'une commission. D'abord, c'est la commission des femmes élues. Elle évolue, cette commission, en commission pour l'égalité des femmes et des hommes. Donc, on voit un petit peu le changement de mode de fonctionnement, on va dire. Est mis en place le premier travail, le premier produit qui sort de ce groupe de travail. C'est un document qui a fait, enfin voilà, qui est, on va dire, qui fait partie des fondations en fait, du travail du CCRE dans le cadre de l'égalité entre les femmes et les hommes. C'est une ville pour l'égalité qui en fait se proposait sur la base du travail réalisé par les collectivités territoriales les plus avancées dans le domaine de l'égalité en Europe, de réaliser une sorte de ville idéale et donc imaginaire qui soit le plus propice, le plus favorable aux femmes et à l'égalité. Donc, ce document est élaboré au début des années 2000 avec un soutien financier de la Commission européenne. Et c'est on va dire, c'est ce qui a précédé tout juste ce qui a été mis en place, ce qui a été structuré, ce qui a été cofinancé par la Commission européenne pour arriver à l'élaboration, à la rédaction de la Charte européenne pour l'égalité des femmes et des hommes dans la vie locale. Dans ce petit groupe de travail, dans cette commission qui travaillait à l'époque, c'était il n'y a pas si longtemps parce qu'en fait, Isabelle Guéguin était présente, donc c'était il n'y a pas du tout longtemps, n'est-ce pas Isabelle? Donc je pense qu'elle vous parlera aussi, hein, elle vous dira un mot tout à l'heure de ce qui s'est passé. Mais cette histoire, en fait, elle est très importante, ce contexte européen, il est très important pour expliquer comment fonctionne la charte et comment les élus et les collectivités qui s'en emparent la déclinent et peuvent la mettre en œuvre à l'échelle de leur territoire. C'est que la charte, c'est un document qui a été élaboré par des collectivités territoriales, des représentantes de collectivités territoriales de différents pays européens et de collectivités de taille très diverses. Donc le périmètre, ce qu'il y a dans la charte, en fait, est très large parce qu'il est prévu pour être adaptable, pour pouvoir s'adresser à l'ensemble des collectivités territoriales en Europe. Donc, charge aux signataires de s'en emparer et de le décliner en fait en fonction de ses réalités politiques, de ses réalités économiques, sociales, de ses réalités démographiques. C'est vraiment un document qui est ancré dans cette pluralité européenne et qui fait en fait sa richesse et puis aussi la largeur, si vous voulez, de son cadre. Voilà grosso modo pour la charte. Vous dire aussi un petit mot en fait que cette commission pour l'égalité des femmes et des hommes dans la vie locale, elle existe toujours au niveau du CCRE. Elle se réunit à intervalles réguliers. Alors en ce moment, on est plutôt sur une base de visio, évidemment. Elle est tout nouvellement présidée par une élue italienne qui succède à un élu suédois. Là, l'élu italienne vient de prendre ses fonctions. Et puis aussi que cette commission égalité femmes-hommes existe au niveau français, puisqu'on a à la FCCRE, on a aussi ce groupe de travail ouvert à toutes les collectivités qui s'intéressent est représenté par des élus ou par des fonctionnaires, collectivités qui s'intéressent donc aux politiques dans le domaine de l'égalité entre les femmes et les hommes dans la vie locale. À ce stade, voilà, c'est grosso modo le panorama sur la charte, d'où elle vient et ce qu'elle est aujourd'hui. Je reste là, si vous avez des questions. Merci beaucoup Valérie. Du coup, Isabelle, peut-être vous voulez prendre le relais pour nous raconter justement cette période pas si lointaine où la charte a été construite et créée. Alors, si je peux me permettre, Clémence, on avait oui. EPN, c'est écrit. Alors, je ne pense pas que vous qui avez levé la main. Vous aviez peut-être une question? Oui, excusez-moi, Élise Pereira-Nunes, ce n'est pas mon compte habituel. Je suis adjointe aux relations internationales de la ville de Tours. Je pense qu'il y aura peut-être, j'ai manqué le tout début, hein, donc vous m'excuserez si j'ai loupé le planning d'intervention. Je suis très intéressée par ce que vous venez de dire, justement, cette présentation est essentielle. J'ai été nommée récemment présidente du groupe thématique genre auprès de Cités Unies France.
Donc voilà, hein, j'invite bien sûr toutes les personnes qui seraient intéressées à rejoindre ce groupe de travail. Mais voilà, je serais ravie éventuellement que quelqu'un puisse intervenir dans ce groupe de travail pour présenter la charte également si les personnes n'étaient pas présentes aujourd'hui. Donc on pourra en reparler ultérieurement, mais voilà, je vous remercie. Merci beaucoup. Valérie, c'est à toi. N'hésitez pas à communiquer sur le chat. Hein. D'accord. Stéphanie Alien a dit qu'elle n'a pas compris, et moi d'ailleurs non plus, le nom du groupe de travail. Elle l'écrit, d'accord, très bien. Donc, bonjour à tous et toutes. Donc, je suis Isabelle Guéguin du cabinet Perfégal. Donc, cabinet qui a été créé en 2005 à la suite de mes fonctions de chargée de mission égalité femmes-hommes, dans lequel j'ai coordonné un projet européen Equal dans le Finistère. Et c'est vrai que donc j'ai eu dans ce cadre-là, donc à la fin de ma mission de chargée de mission et au début de mes travaux en tant que consultante à Perfégal, le grand privilège et le grand bonheur de démarrer tout ce travail sur la charte, alors qui partait pas de rien, hein, qui, comme l'expliquait Valérie, avait déjà donné lieu à des échanges, à des recherches, puisque moi, au même moment, en 2004, j'écrivais un mémoire de sociologie sur la prise en compte du genre dans les politiques publiques locales, et je peux vous dire qu'à l'époque, il y avait peu de littérature, mais je pouvais m'appuyer quand même sur les travaux de Françoise Gaspard et de Jacqueline Heinen, les deux chercheuses qui travaillaient avec la FCCRE notamment, sur les femmes dans la ville. Et qui allait au-delà de ce qu'on appelle aujourd'hui genre et ville, hein, voilà, où les femmes dans l'espace public, c'était les femmes dans la ville en tant que pourvoyeuses de politiques publiques. Et en fait, voilà, dire que cette charte, qui, je ne sais pas si vous l'avez lue déjà, peut paraître un petit peu ardue à lire parce qu'elle n'est pas, voilà, c'est pas un texte qui fait éventuellement des grandes déclarations comme la France en est tout à fait capable, voilà, mais du coup avec des fois des termes qu'on utilise qui sont peu utilisés, comme on parle des prestataires, hein, de la ville. Alors c'est vrai que chez nous on parle plutôt des partenaires, voilà, donc parce qu'en fait on avait à la fois, je vous expliquais tout à l'heure, des Polonais et des Irlandais, des élus polonais et irlandais qui, dès qu'on abordait la question du droit du corps, droit à disposer de son corps, droit à l'avortement, contraception, etc., étaient quand même plutôt assez réticents à mettre en avant le rôle de promotion des villes et des collectivités à ces droits. Et puis, de l'autre côté, vous aviez les Anglais, par exemple, qui pouvaient être, disons, qui souhaitaient que cette charte soit la moins coercitive, la moins dirigiste possible, au nom de la sacro-sainte liberté voilà, d'entreprendre. Et donc, c'est vraiment un mélange. Cette charte, c'est vraiment le mélange de tout, je dirais, de tous les plus de nos différentes cultures européennes, avec aussi un volet un peu consensuel, mais dont on voit quand même, hein, que c'est pas, même malgré ce consensus, c'est important, parce qu'on a pu voir que ces dernières années, quand même, on a eu quelques tentatives de nouveaux membres de l'Union européenne, notamment d'essayer d'abroger un certain nombre de droits. Voilà, donc c'est vrai que c'est quand même une chose, et c'est vrai que c'était quand même très chouette de pouvoir vivre l'avancée de tout ça. C'était aussi un moment où l'Europe était très présente
dans la promotion de l'égalité femmes-hommes, comme l'expliquait Valérie. Peut-être qu'aujourd'hui, on a moins conscience de ça parce qu'on a en France, peut-être à part certaines d'entre vous qui s'appuient encore sur des fonds leaders, mais encore qu'il y a très peu de projets et de fonds leaders qui sont axés égalité femmes-hommes. Mais c'est vrai que voilà, les projets Equal, les projets Now avant, avaient vraiment donné une impulsion pour la mise en place de projets, d'abord portés par des associations, puis via Equal, notamment des projets portés par des villes et des collectivités. Moi, c'était un département avec des associations, avec d'autres partenaires. Et c'est de là quand même qu'est née toute une dynamique au sein des collectivités pour vers justement ce qu'on connaît aujourd'hui, donc l'obligation d'avoir un rapport sur l'égalité femmes-hommes. La plupart des régions, la plupart des départements, la plupart des grandes villes de France ont aujourd'hui un plan d'action sur l'égalité. C'est né de tout ça, et donc c'était il y a 15 ans. Voilà. Donc les choses ont quand même fortement mûri. Mais je pense que la charte reste un texte fondateur pour à la fois engager une municipalité, une collectivité dans une démarche vraiment intégrée de l'égalité, parce que ça, je pense que c'est aussi important. C'est que dans le principe de la charte, qui est aussi aujourd'hui le principe retenu depuis la loi de 2014 en France, c'est qu'on demande aux collectivités, et d'ailleurs au CFE à l'État, d'avoir une approche intégrée de l'égalité. C'est-à-dire que pour toute nouvelle politique, et pour toutes les politiques, pour tous les dispositifs, il faudrait dans l'idéal se poser la question en amont. Quelle est la situation des femmes et des hommes au regard du problème que je souhaite traiter, et est-ce que la réponse que je vais apporter, dans sa forme, dans son contenu, pourrait conduire à un impact différencié sur les femmes ou les hommes, les filles et les garçons, du fait des rôles sociaux, du fait des stéréotypes, du fait des problématiques d'articulation des temps, du fait des problématiques d'accès à des moyens financiers ou des moyens de mobilité, etc. etc. Et c'est ça aussi la grande approche de cette charte, c'est qu'elle ne vous demande pas simplement de s'organiser un 8 mars ou d'organiser, de fêter, de célébrer le 25 novembre ou de mettre en place une politique spécifique sur les femmes en difficulté, mais elle suggère en fait de s'interroger sur l'impact de l'ensemble de vos politiques sur l'égalité femmes-hommes, sachant que, moi je le démontre notamment dans plusieurs études de cas, on voit qu'un certain nombre de politiques publiques, quand elles ne se sont pas pensées comme ça en amont sur leur impact sur l'égalité femmes-hommes, en fait renforcent les inégalités femmes-hommes. Et la meilleure des lois pour ça, c'est quand même la loi NOTRe, comme a pu nous démontrer la journée nationale, les journées régionales et nationales des élus locaux, puisqu'en fait, la loi NOTRe, dans sa manière dont elle a réorganisé notamment l'intercommunalité, a fait régresser le nombre de femmes élues, et ça, on le savait. Voilà. Donc, voilà. Et typiquement, on sait pas, on a fait une loi qui nuit à l'égalité femmes-hommes, et donc on a fait une loi qui d'ailleurs ne devrait même pas être, si on suit le principe onusien, les lois ne doivent pas nuire à l'égalité, et cette loi ne devrait même pas, elle n'aurait pas dû être constitutionnelle. Voilà. Mais bon, on a là encore une interprétation justement de ce qui est notre redevabilité en termes de droit sur l'égalité femmes-hommes qui est assez différente encore, parce qu'on n'est pas justement dans cette approche intégrée de l'égalité et qu'on est plutôt aujourd'hui encore très centré sur
les approches spécifiques qui sont importantes aussi. Je ne dis pas qu'il ne faut pas, bien entendu, développer des politiques spécifiques en direction, par exemple, des violences faites aux femmes, par exemple, en direction des familles monoparentales qui sont à 90% des femmes, qu'on ne peut pas, en tant que ville ou collectivité, promouvoir l'entrepreneuriat féminin. C'est important. Mais ces actions n'ont pas la même portée si elles auront une plus grande portée si elles s'intègrent plus globalement dans une politique intégrée de l'égalité où à chaque étape d'une politique, à chaque étape d'un dispositif, on pense regarder ce qui se passe de ce côté-là. Et voilà, et c'est un peu je crois vraiment le message de fond de la charte et du coup de l'idée en fait de non seulement la signer mais d'aller au-delà par un plan d'action. Voilà. Merci beaucoup. Et tout ça, je réexpliquerai peut-être puisque c'est un peu le fond de la formation qui vous est proposée en fait. Alors, on avait deux petites questions pour vous, Isabelle. La première, c'était est-ce que votre mémoire est consultable? Il doit être au fond d'un carton. Je ne sais même pas où il est. Par contre, il est peut-être sur une clé quelque part. Voilà, je peux essayer de le retrouver. C'est Caroline Antonio qui nous le demandait. Et une deuxième question, est-il possible de préciser l'impact de la loi NOTRe en termes de régression, égalité femmes-hommes, par exemple? Alors, je n'ai pas les données, comme ça, parce que j'ai pas fait ces recherches-là. Je pense que ça serait peut-être, ça peut être fait par certains ou certaines. Peut-être voilà, c'est une bonne question et ça mériterait en tous les cas de trouver une réponse. Mais en tous les cas, ce qu'on a, c'est tous les témoignages qu'on a pu avoir et c'est mécanique en fait. C'est-à-dire que comme le nombre de la loi NOTRe a notamment augmenté la taille des intercommunalités et notamment rurales, et elle a bien du coup automatiquement fait baisser le nombre de conseillers municipaux pouvant prétendre à une place de conseiller communautaire, et ça d'autant plus dans les zones rurales où finalement, souvent, par exemple, quand j'étais élue à Quimper, il y avait à peu près une dizaine, ou en tout cas 7-8 sièges pour Quimper, et puis les autres communes d'à côté, elles avaient 2, 3, voire 1 siège. Et en fait, comme les femmes ne représentent que 16% des élus, des maires plutôt, et que, alors voilà, c'est un petit peu plus des fois en milieu rural et notamment en Bretagne, on avait un taux de femmes maires qui est quand même un peu plus élevé, mais finalement les communes qui avaient 2 ou 3 postes, on se sont retrouvés peut-être qu'avec 1 ou 2, et quand il y avait eu un effort de parité, dans ces cas-là, voilà, on a soit le maire était un homme et il a gardé son poste. J'ai même vu des cas où, quand c'est la mère, c'était une femme, finalement, elle filait le poste à son premier adjoint. Voilà. Donc, moi, j'ai vu plein de témoignages comme ça, et ça a été aussi très, très fort dans les témoignages des journées régionales des femmes élues, où on a vu voilà, des femmes dire avant elles faisaient partie des intercommunalités, aujourd'hui, elles n'en faisaient plus partie, ou elles avaient perdu leur poste de vice-présidente. Voilà, et il n'y avait plus aucune vice-présidente. Et c'est assez scandaleux parce que on sait qu'aujourd'hui, c'est quand même au niveau des intercommunalités que beaucoup d'enjeux en termes de services à la population, notamment, sont décidés. Et les services à la population, ça a un fort impact sur la vie des femmes. Voilà. Merci beaucoup. S'il y a des questions, n'hésitez pas. Alors, Caroline Antonio nous dit la DDDFE ont publié le rapport sur l'égalité femmes-hommes dans tous les domaines. Ce sont souvent les maires hommes qui sont représentés aux intercommunalités, ça c'est sûr.
Voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions à continuer à les poser. Moi, je vais me tourner vers Valérie Loira pour peut-être parler très concrètement de la charte. J'imagine que c'est ce qui vous amène, mesdames et messieurs. Il y en a quelques-uns. Concrètement, quelles sont les étapes? Quel est le processus? Par quoi je commence quand je veux signer la charte? Voilà, dites-nous tout. Alors, c'est une question qui est à la fois très simple et un peu plus compliquée qu'il n'y paraît. En réalité, ce que je dis toujours, la signature de la charte, dans l'ensemble du processus, c'est vraiment l'étape la plus simple. Ce qui doit être fait, la petite partie en réalité qui est impérative, c'est une délibération du conseil municipal autorisant le maire ou la maire à signer la charte au nom de la collectivité. Cette délibération étant prise, il suffit en fait de signer la charte. Alors le document à signer, en fait, il se trouve à la toute fin du document. Quand vous téléchargez la charte, tout à la fin, vous avez un formulaire à signer et c'est tout simplement ce document-là qui doit être signé. Puis nous être transmis par mail, ça suffit simplement et on archive les signataires. Là, cet archivage a un sens parce que parfois c'est des documents qui disparaissent. Et puis nous, on tient à jour en fait la liste des signataires, on cherche, voilà, on enregistre. Voilà, mais ce n'est pas tout, évidemment. Le signataire de la charte, en fait, s'engage à établir dans les 2 ans qui suivent cette signature un plan d'action qui va préciser la manière dont il va mettre en œuvre la charte et prévoir comment cette mise en œuvre sera évaluée. Alors, voilà, c'est ce qu'il y a dans la charte. Après, le principe de réalité, ce qu'on constate en fait fréquemment, c'est qu'il y a vraiment de multiples façons d'appréhender cette signature de la charte. Pour nombre de collectivités, en fait, la charte, la signature, le temps de signature, en fait, c'est le point de départ. C'est-à-dire, c'est l'alpha, on commence, et puis on se jette à l'eau, et puis on voit, après, on décline, on commence à travailler, et puis on élabore le plan d'action. Pour d'autres, c'est une étape. La signature, c'est une étape. Ça peut être, par exemple, ce temps de signature peut être, par exemple, prévu à un moment où on a déjà fait une sorte de diagnostic, où on a déjà préparé, fait un état des lieux, en quelque sorte, de ce qui se passe ou ce qu'il y a à faire en termes d'égalité à l'échelle de la collectivité. Et puis, par exemple, au moment pour les collectivités dont la population, les collectivités et EPCI dont la population est supérieure à 20 000 habitants qui présentent ce rapport, ça peut être l'occasion de présenter la délibération pour la signature de la charte à ce moment-là, en fait, de montrer voilà où on en est. Donc, on a un travail à faire, on doit faire progresser l'égalité entre les femmes et les hommes avec nos politiques publiques. Donc, pour cela, nous proposons de signer la charte. D'autres encore ont vraiment beaucoup d'expérience, ont déjà beaucoup travaillé, ont déjà mis en œuvre un certain nombre d'initiatives, d'actions coordonnées, intégrées, spécifiques, etc. Et puis, la signature de la charte, c'est un simple, voilà, c'est une étape. Voilà. Vraiment, il n'y a pas de règle, il n'y a pas de règle particulière sur la meilleure façon de faire. Encore une fois, il s'agit vraiment de s'adapter à la réalité du territoire. Est-ce qu'il y a un besoin de sensibilisation au préalable, que ce soit au sein de l'équipe municipale, l'équipe départementale ou régionale? Est-ce qu'il y a besoin de lancer la machine, de lancer la locomotive, ou au contraire, en fait, c'est déjà prêt parce que c'était déjà acté dans le projet municipal, par exemple, suite aux dernières élections? Là, il n'y a vraiment pas de réalité. Il n'y a vraiment pas d'impératif. Chaque signataire s'approprie ce temps de signature. Autre point important, l'engagement de la collectivité. L'engagement qui est pris au moment de la signature, il est pris, j'ai l'habitude de dire, en fait, il est pris devant les citoyennes et les citoyens de la collectivité. C'est-à-dire que personne, en tout cas pas moi, et personne d'autre, en fait, ne joue le rôle de police de la charte, et personne ne va venir vérifier, inspecter
que le plan d'action est bien établi dans les 2 ans, qu'il est suffisamment complet, développé, qu'il est correctement mis en œuvre. Voilà, c'est vraiment un engagement qui est pris par la collectivité devant ses citoyennes et ses citoyens. Ce n'est pas un label. Donc, charge à chaque collectivité d'avancer à son rythme. Même chose pour la détermination du périmètre sur lequel va se placer le plan d'action. Je le disais au début pendant ma première intervention, la charte, elle s'adresse à toutes les collectivités en Europe. Donc, vous imaginez qu'il y a des compétences qui sont assez éloignées des compétences des collectivités françaises. Par exemple, la santé. Il y a un article qui porte sur la santé dans la charte. Et or ce n'est pas vraiment une compétence clé des collectivités territoriales françaises. Donc, ça n'a pas forcément raison d'être très présent dans la charte. Enfin, vous me direz si, bien sûr, peut-être la PMI, etc. Oui, mais ce n'est pas central. Donc là encore, vous voyez, on adapte, chaque collectivité appréhende ce qui fait sens au regard du projet de la mandature en cours, de sa réalité, des enjeux forts en fait de son territoire, et va déterminer sur cette base-là le périmètre d'action qui va être le sien pour travailler sur ces questions relatives à l'égalité femmes-hommes. Dans la réalité, ce que je vois le plus souvent, c'est que très peu de collectivités n'ont pas un axe fort sur ce qu'on appelle le volet interne, c'est-à-dire la collectivité territoriale en tant qu'employeur. Et en fait, ça fait pleinement sens parce que, déjà parce qu'il y a la volonté d'être exemplaire, comment inviter, comment engager, comment encourager les acteurs et les actrices du territoire à se mobiliser eux-mêmes en faveur de l'égalité si on ne le fait pas soi-même en interne. Et puis deuxièmement, parce que les agents et les agentes sont, eux, chargés de décliner concrètement les politiques publiques à l'échelle du territoire. Donc, si eux-mêmes ne sont pas un minimum convaincus que ça a du sens, ça va être un petit peu plus difficile. Après, pour le reste, en fait, voilà, il y a c'est très variable. Et puis aussi un point important sur ce plan d'action, c'est qu'en fait, le plan d'action, il est prévu pour une durée de 2 ans. Enfin, je reprends, parce que c'est peut-être pas très clair. Le signataire s'engage à établir le plan d'action dans les 2 ans qui suivent la signature, et chaque plan a normalement une durée de vie de 2 ans. Ça veut dire qu'il y aura probablement, et on l'espère, un autre plan, puis encore un autre, puis encore un autre. Et en fait, vous allez voir, puisque vous allez tout établir de beaux plans d'action dans les prochains mois, qu'en fait, c'est aussi un chemin au cours duquel on apprend, et que le premier plan d'action, peut-être, quand vous en serez arrivé au deuxième, peut-être vous ne le trouverez pas terrible, et vraiment très améliorable, et vous aurez progressé, et vos équipes, et l'équipe aura progressé sur ce sujet-là. Et donc, en fait, c'est un petit peu comment dire, quelque chose pour rassurer, pour un petit peu dédramatiser, voilà, c'est le mot que je cherchais, sur dédramatiser la signature de la charte. Bien sûr, c'est marquer une ambition, c'est de marquer une volonté politique forte de s'engager pour l'égalité et les femmes à l'échelle du territoire, mais c'est aussi le faire de façon réaliste et en fonction des compétences de chaque collectivité territoriale, et puis de le faire aussi en fonction de ce que vous pouvez faire, des moyens qui sont disponibles, à la fois en termes d'équipe, en termes de temps, en termes de personnel, etc. Donc, voilà, ça, c'est des choses, des points que je rappelle aussi pour dédramatiser les choses. Et puis, juste aussi un petit point actualité pour dire que je pense qu'il va y avoir vraiment beaucoup de signatures, de nouvelles signatures de la charte en 2021. Je reçois vraiment beaucoup de demandes sur le sujet pour répondre précisément à la question que je viens de traiter. Comment est-ce qu'on signe la charte? Donc là, je vois vraiment qu'il y a une mobilisation, une motivation, et je pense que ça va déboucher en 2021 sur de nouveaux engagements. Merci beaucoup. Il y a déjà quelques petites questions qui ont été mises sur le chat. Si la charte a déjà été signée par l'équipe précédente, est-il nécessaire de la signer à nouveau? Alors, c'est pas nécessaire, mais c'est pas nécessaire parce que la signature de la charte, elle n'est pas ancrée dans une durée, elle n'est pas ancrée dans une mandature. Ceci dit, si la nouvelle équipe souhaite marquer son engagement, elle peut vraiment le faire. Il n'y a rien qui l'empêche, et moi, je trouve que c'est un moment assez symbolique, donc pourquoi pas. Ok, merci beaucoup. Une deuxième question, je vais y arriver.
Est-ce que la charte peut être signée par une commune ou par une communauté de communes? Enfin, je reformule, pardon. Donc, on parle beaucoup des communes, mais est-ce que pour les communautés de communes, c'est possible aussi? On nous dit que la région, c'est possible. Je ne sais pas pour la communauté de communes si Oui, c'est bien possible sûr. également. Bien sûr, à la fois, oui, communauté de communes et, ou métropole. Alors, bon, déjà, oui, c'est possible selon exactement le même processus, c'est-à-dire que voilà, une délibération, puis un temps de signature. Et en fait, du coup, le plan d'action va se positionner vraiment sur le périmètre des compétences de la communauté de communes. Et après, pourquoi ne pas, non, en plus de ces compétences, y ajouter un petit engagement qui serait celui d'inviter les communes de la communauté de communes à elles-mêmes prendre cet engagement pour un peu avoir en fait quelque chose qui soit cohérent et que les différentes compétences puissent ensemble aller dans la même direction. Je ne sais pas si je suis très claire. En fait, si les communes membres de l'Interco s'engagent pour l'égalité, elles vont venir compléter les actions de la communauté de communes sur ces questions-là. Et une dernière question de Stéphanie Alien. Le plan d'action ne devrait-il pas être suivi, évalué pour éviter les effets d'annonce d'une signature? Alors, si je comprends bien la question, c'est est-ce qu'il ne devrait pas y avoir un suivi et une évaluation extérieure du plan d'action? Alors, ce serait autre chose. Ce serait pas une charte, ce serait une forme de label. C'est une question qui revient régulièrement, y compris au plan européen. Enfin voilà, il y a certains pays qui sont représentés dans la Commission pour l'égalité des femmes et des hommes qui voulaient à un moment mettre des couleurs, c'est-à-dire que voilà, les collectivités qui avaient signé en 2004, enfin j'exagère parce que ça existe depuis 2006 la charte, mais en 2007, et qui depuis n'avaient rien fait, c'est pas très juste. Voilà, elles sont signataires de la charte, elles ne font rien. Voilà, ceci dit, qui avec quels moyens? C'est pas, voilà, c'est pas une question très très facile. Et par contre, si je comprends la question autrement, en principe, je dis bien en principe, mais encore une fois, chaque collectivité est libre de s'organiser. Elle peut prévoir elle-même les outils d'évaluation de son plan d'action dans celui-ci. Ce qui va rendre en fait, c'est beaucoup de travail au départ, mais ça va rendre les choses beaucoup plus faciles pour la suite, pour l'établissement du deuxième plan d'action et tout simplement pour le suivi de sa mise en œuvre. Et enfin, dernier point sur la question évaluation, le CCRE, dans le cadre d'un projet pilote européen, a développé en fait un outil qui permet d'évaluer en fait la question de l'égalité, pas les politiques, mais l'égalité à l'échelle de chaque territoire. Et c'est un outil qui est disponible dans toutes les langues européennes, qui est, alors pour le coup, Isabelle disait tout à l'heure que la charte était un document un peu lourd. Là, on est vraiment sur du pire que la bûche de Noël. Mais c'est un document qui peut être utile pour ça. Super. Je vous donnerai le lien en fait. Ouais, avec plaisir, je vous enverrai ça. Et il y a une dernière question. L'adhésion à l'AFCCRE doit-elle être faite, je vais y arriver, avant la délibération en conseil municipal? Non, en fait, c'est deux choses qui sont distinctes. Vous n'êtes pas, enfin, je fais tellement bien mon travail de mobilisation pour ma structure. Vous n'êtes pas obligé d'adhérer à la FCCRE pour signer la charte. Bien sûr, si vous êtes très intéressé par l'ensemble de nos activités, par le suivi de la charte, et si vous voulez participer aux travaux d'une organisation qui fait un travail fabuleux sur les questions européennes, n'hésitez pas à nous rejoindre et à devenir membre de la FCCRE. Ceci dit, vraiment, pour signer la charte, c'est pas un préalable. Super. Et enfin, une toute petite dernière, enfin, on va s'arrêter là, sauf s'il y en a vraiment très urgente. Alors, c'est les communes de 20 000 habitants et plus sont invitées à remettre le rapport égalité femmes-hommes. Et dernièrement, on voit une accélération sur le volet égalité professionnelle. Comment se servir de la charte pour aider les collectivités à remplir leurs obligations légales françaises? En fait, en principe, ça marche plutôt dans l'autre sens. C'est-à-dire que normalement, le principe, l'obligation légale, elle se base sur la charte. En fait, l'article de loi fait clairement référence à la charte et propose de l'utiliser pour établir ce rapport. Parce qu'en fait, pour dire les choses clairement, la charte, c'est pas seulement un engagement théorique et quasiment philosophique en faveur de l'égalité femmes-hommes, c'est aussi un cadre.
souvent, voilà, le signataire ou la personne, on me téléphone, l'élu, nouvellement élu me téléphone, ou comment est-ce qu'on fait, je ne sais pas par quoi commencer. En fait, dans la charte, vous avez une trentaine d'articles qui vont vous donner des pistes justement pour regarder par où commencer, quelles actions, dans quel domaine porter. Et en fait, la charte est autant une méthode qu'un engagement théorique en faveur de l'égalité, une méthode et un cadre qu'un engagement théorique en faveur de l'égalité des femmes et des hommes. Et donc, en fait, le respect de la loi, invitant les collectivités et EPCI de plus de 20 000 habitants à établir ce rapport, il propose d'utiliser la charte pour établir le rapport. Voilà. Après, oui, effectivement, il y a un problème sur la mise en œuvre, il y a un problème sur les rapports qui ne sont pas forcément toujours... Enfin, qui sont pas... C'est de mieux en mieux, on va dire, mais il y a un retard certain là-dessus. Mais encore une fois, voilà, la charte, elle n'a pas de... Il n'y a pas de caractère obligatoire, donc si les collectivités ont du mal à se conformer à la loi, ça va être difficile. Enfin, la charte n'a pas cette vocation, n'a pas ce rôle pour renforcer, enfin, pour contraindre. Voilà. Okay, je ne sais pas si ça a répondu à la question. Oh bah, ça a l'air. Pas de réponse pour l'instant. Je suis là. Si ce n'est pas clair, si ce n'est pas complet, n'hésitez pas. Ça marche. Il y avait une autre question. C'était comment faire... Alors, attendez. Comment faire pour progresser... Comment faire pour faire progresser le nombre de femmes élues maires? C'est sûrement un vaste sujet, mais cela permettrait d'avancer sur la parité dans les intercommunalités. C'est Marine Rivemal qui nous dit ça. Effectivement, c'est un des sujets que vous avez pas mal abordé tout à l'heure, c'est sur la parité, notamment dans les intercommunalités. Si on se lance là-dedans aujourd'hui, je pense qu'on en a pour 1h30 supplémentaire, mais ça pourrait être vraiment très intéressant de refaire un webinaire sur cette thématique, en tout cas si ça vous intéresse. Et effectivement, c'est un travail qui est élu local, entre autres, se bat pour la parité dans les intercommunalités, mais on a encore un petit peu de travail. Mais on en parlera en plus pendant les journées des femmes élues 2021. Donc n'hésitez pas, ça peut être vraiment un sujet intéressant à aborder pour notre prochain rendez-vous. Oui, Isabelle souhaitait intervenir. Je vous laisse la parole. Oui, juste peut-être pour compléter, enfin appuyer ce que dit Valérie sur le fait que la charte donne un cadre. J'ai participé, enfin j'ai réalisé, j'ai contribué à la réalisation des guides du Centre Hubertine Auclair que certaines connaissent peut-être. Donc pour les collectivités, dont notamment réaliser un diagnostic et un plan d'action sur l'égalité femmes-hommes dans sa collectivité locale. On reprend en fait, donc ces guides, je les ai faits en 2014-2015. On reprend en fait en annexe à chaque fois dans ce guide justement les différents champs de la charte, donc employeur, donc éducation, etc. Et d'ailleurs, on précise à chaque fois quels sont les indicateurs, enfin, les bonnes questions à se poser pour faire le diagnostic en fait sur ces champs-là. Et on a aussi un volet où on propose des actions, des pistes d'action éventuelles. Voilà, c'est pour montrer que c'est vraiment un cadre intéressant. Ce que j'observe aussi quand même beaucoup, et là-dessus, moi, j'appuie méthodologiquement la démarche, c'est-à-dire que en fonction de la taille de la collectivité, en fonction des services à disposition, en fonction de la volonté politique, parce que j'y reviendrai, du premier magistrat ou de la première magistrate, voilà, ou du président ou de la présidente de votre collectivité, en plus de la vôtre, et ben voilà, c'est important des fois de prioriser certaines thématiques. C'est-à-dire qu'il ne faut pas forcément vouloir embrasser l'ensemble. Ça peut paraître en effet énorme comme travail, donc peut-être vous concentrez votre plan d'action. Vous pouvez signer la charte et concentrer votre plan d'action sur 2, 3, 4 axes qui sont, par exemple, là actuellement, pour une collectivité, ils ont choisi la jeunesse, le sport, et la vie associative. Et en fait, c'est une même conseillère exécutive qui porte ces 3 sujets. Donc, c'est aussi, elle a été finalement là où elle avait le plus la main. Et voilà, ça peut être ça. Et autrement, autre démarche pour choisir les compétences, j'invite aussi les structures, enfin les élus à regarder où sont vos alliés.
auprès de qui vous avez, qui adhère du côté des élus, qui adhère avec vous là-dessus. Et quels sont les services? Est-ce que les services adhèrent aussi? Parce que plus vous allez être grosse collectivité et plus les services sont quand même très présents et très moteurs ou très freinants. Voilà. Et donc, voilà, qui sont vos alliés? Et comme le soulignera sans doute Madame Guéry, mais surtout ne pas oublier des collègues hommes, c'est-à-dire que l'égalité femmes-hommes, ce n'est pas une affaire de bonnes femmes. Hein, donc, c'est, si possible, dans les compétences que vous allez choisir, essayez d'avoir aussi des hommes positionnés vice-présidents ou adjoints sur ces questions-là. Mais par contre, c'est vrai, essayez de vous appuyer sur des alliés parce que, bon, voilà, ça ne va pas être simple. On est assez convaincus en France que les politiques publiques s'adressent à tout le monde. Voilà, et donc, ça vient heurter quand même de fortes croyances sur l'égalité face à la politique publique. Donc, voilà, soyez très stratégiques et surtout pas militantes. Hein, soyez très stratégiques dans vos choix de compétences avec des arguments solides sur les enjeux pour les habitants, les enjeux pour les élus, pour la réussite de la mandature, etc. etc. Merci beaucoup, Isabelle. Du coup, on va laisser la parole à Bernadette Guéry. Tu es quelque part? On ne t'entend pas. Alors... C'est bon, on m'entend? On t'entend. Du coup, Bernadette, est-ce que tu peux nous présenter? Du coup, tu es donc conseillère déléguée en charge de l'égalité femmes-hommes à Blagnac et vous avez donc très récemment signé la charte dans le cadre du projet Blagnac Ville Égalité. Est-ce que tu peux nous en parler? C'est ça. Donc, tout d'abord, bonsoir à tout le monde. Et puis, je suis contente de voir sur le fil de la conversation là, des collègues qui sont présents, puis qui sont présents dans le groupe de travail auquel tout le monde participe. Alors, je voudrais simplement dire ce soir quand même que pour réussir déjà à porter cette question de l'égalité dans les communes, dans les villes, puisque moi je suis donc élue à Blagnac, qui est une ville de plus de 25 000 habitants, c'est quelque chose qui se fait en collectif. Donc, je veux dire, comme expliquait tout à l'heure Isabelle, le choix des collègues qui vont vous accompagner pour mettre en place cette délégation, ça se fait avec du collectif. C'est vrai que l'idée de mettre une délégation à Blagnac, ça s'est fait, moi, depuis ça mûrissait dans mon esprit déjà depuis plusieurs années. On n'avait pas cette délégation, en tout cas, on ne portait pas cette thématique, franchement. Et là, le maire donc, a signé cette charte le 25 novembre dernier. Et comme disait Isabelle, ou Valérie, c'est passé en délibération au conseil municipal fin octobre. Et il a signé la charte le 25 novembre. Donc, lorsqu'on a présenté le rapport sur l'égalité entre les femmes et les hommes, le rapport annuel, on a détaillé ce qui allait se faire dans la charte qu'on allait signer, puisque le maire et l'équipe municipale s'engagent sur un plan d'action qui va être mis en place dans les 2 années, avec 2 axes qui ont été choisis. Donc, comment vous expliquer je suis un peu perturbée par ce que disaient Valérie et Isabelle, parce que j'ai presque envie de dire à mes autres collègues qui m'écoutent, n'ayez pas peur, quoi. Ça peut se faire, c'est possible, et même si on n'a pas de plan d'action, on ne sait pas par où commencer, ça se fait. Hein, je veux dire, j'ai pas envie de dire sans problème, mais ça peut se faire, voilà. Donc, je suis là pour apporter le témoignage de la ville de Blagnac et de dire encore une fois que si vous choisissez les bonnes personnes pour travailler avec vous dans le groupe de travail que vous allez faire, il n'y aura pas de problème. Évidemment, et puis si vous avez le maire qui vous suit sur le sujet. Donc, nous, quand on a présenté donc, ce rapport sur l'égalité, donc on s'est mis derrière la loi. Hein, donc, Blagnac est une commune de plus de 20 000 habitants. Donc, on était tenu de présenter ce rapport avec un volet interne sur les politiques RH de la ville en matière d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et le volet des politiques publiques territoriales. Voilà.
Donc, la signature de la charte le 25 novembre, ça a été une date que l'on a choisie justement pour se démarquer du jour des violences faites aux femmes, parce qu'on était axé sur cette journée-là des violences. Mais on a voulu, nous, montrer qu'à Blagnac aussi, au-delà des violences, on voulait montrer du positif en signant une charte. Donc, c'était déjà quelque chose un message clair qu'on a envoyé pour dire, voilà, on veut travailler dans un esprit ouvert et pas s'arrêter justement aux dates du 25 novembre, du 8 mars, du 17 mai pour les discriminations. Voilà, donc nous, on a présenté aussi l'égalité au sein des organes de gouvernance de la ville. Comme ça, je ne vais pas revenir sur les chiffres, 33% des femmes qui occupent des postes de première adjointe. À Blagnac, c'est le cas, puisque le maire a nommé une première adjointe. Et on a aussi des femmes qui sont adjointes sur des délégations qui étaient masculines, donc le sport, l'habitat, l'urbanisme. Voilà, donc après, on a un quartier, je crois que mon collègue est parti, je ne sais pas, il va me dire s'il est toujours là, Mohamed Afri. On a un collègue qui est en charge aussi de la jeunesse et de la culture, puisque à Blagnac aussi, nous avons un quartier politique de la ville. Je ne sais pas s'il est toujours là. Non, il n'est pas là. Donc, il est parti. Donc, il n'appuiera pas ce que je vais dire. Donc, on a un quartier politique de la ville, donc avec un CLSPD. Donc ça aussi, ça permet aussi de faire, comment expliquer, un groupe un peu interaction avec la préfecture qui, lui, a mis en place un réseau égalité sur son 31. Donc il y a des échanges intercommunaux comme ça qui se font avec la métropole aussi, le CLSPD, le CMSPD. Alors je ne sais pas si tout le monde sait ce que ça veut dire, CLSPD. Oui? Non, je ne sais pas. Donc, je pense que tu peux nous le préciser. On t'entend plus par contre. Voilà, CLSPD, c'est le Conseil local de surveillance et de prévention de la délinquance. Et au niveau métropolitain, il existe le même organe. Donc, il y a des interactions qui se font entre les communes, par exemple, lorsqu'il y a un CLSPD, donc un quartier prioritaire de la ville, et qui travaillent sur des fiches, enfin, qui ont travaillé, en tout cas à Blagnac, c'était le cas, avec d'autres communes, sur une fiche réflexe. On a parlé que c'était en direction des femmes qui subissaient des violences. Donc, il y a eu un affichage qui s'est fait, nous, au niveau de la ville, avec les numéros d'appel d'urgence, le 114, enfin, tous les numéros que l'on connaît, avec des liens, et puis aussi, surtout, avec un dispositif où les femmes pouvaient se rendre dans une pharmacie de quartier, à Blagnac, en tout cas à Blagnac, pour se signaler victime de violences. Voilà. Ensuite, sur le réseau du CLSPD, on passe aux actions qui ont été mises en place avec les actions de sensibilisation, de prévention. On a un espace famille à la ville de Blagnac. Bon, c'est vrai que nous, on a la chance d'avoir des structures un petit peu dispersées sur la ville. Et sur les espaces famille, c'est un lieu d'écoute et de rencontre. Et où il y a eu pendant le confinement quand même 72 appels de victimes de violences conjugales à cet espace famille. Donc voilà. Je voudrais quand même faire aussi un chiffre en aparté. C'est les hommes aussi qui sont aussi victimes de violences aujourd'hui. Et moi, il me semble, à mon avis, que ce problème il doit être traité dans son ensemble. On parle d'égalité, on parle de violences faites aux femmes, mais il y a aussi des violences qui sont faites aux hommes aujourd'hui. Et je pense que c'est quelque chose que l'on doit traiter dans son ensemble. Vous dire après, qu'est-ce qu'on a mis en place? Évidemment, l'égalité, on l'a promu dans la culture, au sport et au loisir. Je regarde si Mohamed est là. Non, il n'est pas là, donc il est parti. Il aurait pu peut-être vous en dire aussi quelques mots. La culture, donc, c'est la défense et la promotion de la femme au travers de la programmation culturelle qui se fait. Sur le quartier politique de la ville, on en a parlé. Sur le sport et les loisirs, la ville soutient les associations qui visent à développer la pratique du sport. Notamment, on a mis en place, en tout cas, on a fait l'aménagement de 4 vestiaires collectifs pour le foot féminin. Ça, c'est une des actions. Après, sur les interactions qui se font dans le monde professionnel, on a une maison de l'emploi à Blagnac aussi. Donc, on a la chance d'avoir beaucoup de choses, beaucoup de structures. Et on s'est servi justement de toutes les structures pour voir de quelle manière on pouvait travailler sur l'égalité. Donc, voilà, ça, c'était tout un travail qui a été fait par la chargée de mission qui travaille avec moi sur le sujet.
Et on travaille par exemple au niveau de la maison de l'emploi à reformaliser des fiches de poste ou des fiches de la rédaction de nouvelles fiches d'offres d'emploi. Bien souvent, quand c'est une femme qui va chercher du travail et qu'elle lit la fiche de poste, elle se dit oh, ça c'est pas pour moi, ça je sais pas le faire. Voilà. On essaie de valoriser un peu plus la fiche de poste en direction des femmes qui sont et des hommes et des jeunes filles aussi qui sont isolés ou éloignés de l'emploi, puisqu'on dispose, mais ça je pense que d'autres villes aussi, vous l'avez, le dispositif du PLI par la métropole. Voilà. Après, évidemment, au niveau des actions qui sont faites pour les plus jeunes, ce sont des parcours éducatifs et culturels qui sont faits avec les écoles et puis la ville de Blagnac. Bernadette, Voilà. je te coupe une petite seconde. On a une question de Stéphanie Alien qui demande si tu es partie du rapport égalité femmes-hommes de la ville pour construire ton plan d'action. Oui. Oui. Alors, ce que je voulais dire, c'est que au niveau du rapport égalité femmes-hommes, il y a quelque chose qu'a dit Isabelle ou Valérie, je ne sais plus, il faut être extrêmement exemplaire. Donc, on ne peut pas exiger, je veux dire, à l'extérieur, si nous, on ne le fait pas à l'intérieur. Donc, je veux dire, nous, au niveau de la gouvernance, c'est respecté parce que la loi s'applique. Au niveau de l'égalité, du rapport égalité sur qui faisait partie donc, du premier volet interne et qui a été présenté par ma collègue qui est en charge, elle, des ressources humaines. Mais là, je ne l'ai pas avec moi, le rapport. Mais par contre, je peux vous faire passer tous les documents que j'ai. Si ça intéresse des collègues, je ferai passer le principe dont le principe de la charte, ça a été évoqué, le plan d'action de la charte, nous, avec les étapes qu'on a ciblées. Dans les étapes, c'est cerner les sujets qui sont sensibles auxquels la collectivité doit faire face. Par exemple, c'est déterminer des priorités et sélectionner des objectifs. L'étape 3, c'est d'élaborer le plan d'action. Et justement, nous, sur le plan d'action, on a choisi 2 axes. Alors, les 2 axes, ce sont les discriminations, parce qu'on n'en parle pas assez. Donc, les discriminations comme axe, et on a choisi évidemment les violences faites aux femmes. Donc, le premier axe, c'est développer l'égalité, la mixité, le vivre ensemble. Et le deuxième axe, c'est prévenir et lutter contre toutes les discriminations et toutes les violences. Alors évidemment, toutes les discriminations, c'est les orientations sexuelles, c'est enfin tout ce que l'on peut, voilà, tout ce qu'on peut imaginer, et toutes les violences, et les violences intrafamiliales, autant faites aux femmes, aux enfants qu'aux hommes. Voilà, donc moi j'ai tous les documents, là je me ferai un plaisir de vous les passer. Et de vous redire très sereinement, n'ayez pas peur, quoi, ça peut se faire. Moi, je pense que le ciment essentiel pour que ça se fasse, c'est de faire son groupe de travail quand vous allez le créer avec des collègues qui vont partager la même vision que vous sur l'égalité. Bon, c'est vrai que vous pouvez aussi partager, bon, on va parler de fonctionnaires. Moi, c'est un groupe uniquement de collègues élus que j'ai choisi parce que je trouve que politiquement, quand ça porte plus quand on parle d'une même voix et quand on voit les choses dans la même direction. Mais c'est aussi le fait de dire, voilà, on va travailler. Moi, j'ai un collègue qui travaille au sport, j'ai un collègue qui travaille à la MJC des Arts, j'ai un collègue qui est à la culture, ma collègue qui est au social, sur le logement social d'urgence, moi qui suis un peu sur tout, hein, parce que de toute façon, je suis à la tête du groupe de travail, et d'autres collègues qui sont ailleurs. Donc, je veux dire, c'est encore une fois collectif que vous devez le jouer, et puis c'est surtout de dire, voilà, posez le diagnostic avec les services. Donc, vous voyez avec les services, bon, un chargé de mission ou alors le DGS, vous pouvez très bien vous appuyer sur le DGS, qui lui va faire le diagnostic avec les autres services, avec les autres directions, qui après les informations vont monter ou chez le DGS ou alors chez un chargé de mission, ou c'est tout simplement par des référents dans les services qui peuvent être nommés par les directeurs de service en disant, voilà, au service de la direction des affaires sociales, on met un référent qui va faire remonter toute la problématique de l'égalité en interne. Après, évidemment, en externe, ça c'est le volet des politiques publiques territoriales, ça c'est autre chose. Mais si vous devez travailler sur le volet interne, c'est-à-dire à l'intérieur de la collectivité, appuyez-vous avec votre DGS. Voilà. Merci beaucoup Bernadette. Il y a pas mal de personnes qui sont intéressées pour avoir tes documents. On va voir comment on peut s'organiser pour vous transmettre tout ça. Et Caroline Antonio demande s'il est nécessaire d'avoir un chargé de mission en équivalent temps plein pour en mettre en place tout ça, à ton sens. Je réponds. Alors, moi, pour l'instant, la collaboratrice qui est avec moi, elle n'est pas sur un temps plein.
Elle n'est pas sur un temps plein. Ça risque de le devenir, mais là, ce sera une autre étape aussi. Mais pour l'instant, elle n'est pas sur un temps plein. Pourquoi? Parce que nous, on avait à Blagnac beaucoup d'actions qui étaient faites de manière un peu disséminée. Il y avait du sport, il y avait un peu d'égalité. Là, mon collègue qui est parti chez Dommage, il avait travaillé sur une fresque qui s'est faite à Blagnac. Et je vous invite d'ailleurs à aller sur le site de la ville de Blagnac pour voir au niveau de cette fresque qui a été faite sur Murmure, ça s'appelle. C'est un... Moi, je suis pas très... Enfin, je connais pas trop comment dire, le fonctionnement, hein, parce qu'on a quand même pas une école de street art, mais enfin, c'est lui qui s'en occupe, il pourra en parler plus longuement. Mais je veux dire, il y a quand même des messages qui passent dans les fresques. Et là, il y a eu un travail qui a été fait au niveau de l'école. Donc, c'était les collègues qui s'en sont chargés. Et si vous voulez, ça peut être aussi... Enfin, je veux dire, le temps plein n'est pas justifié. Je veux dire, tant que voilà, comme disait encore Isabelle, c'est le point de départ, c'est de signer la charte. Ça vous engage déjà à faire des choses, ça engage la ville, ça engage l'équipe municipale et le maire aussi. Donc, une fois que vous aurez signé, vous allez voir que tout devient plus clair en élaborant le plan d'action, en faisant le diagnostic, pardon, déjà, en faisant un plan d'action après, et puis de commencer petit à petit. Tout à l'heure, on a parlé de 4 axes. Nous, on va travailler que sur 2 axes. Pendant 2 ans, on va travailler sur les 2 axes. On se donne le temps de le faire bien, tranquillement, et on n'a pas d'étape à brûler, quoi. Je veux dire, on veut le faire comme ça. Peut-être qu'en cours de route, ce qu'on a marqué, signifié sur un plan d'action, vous voyez, on a fait des fiches là. Donc, je vous enverrai tout le travail qui a été fait par la chargée de mission. Là, sur les fiches action, on a par exemple des acteurs qui sont engagés dans l'action avec un pilote, un contributeur, on a un diagnostic, un constat, l'objectif de l'action. C'est tout un travail qui peut se faire, je n'ai pas envie de dire rapidement, puisqu'il faut que ce soit réfléchi. Mais je veux dire, pour l'instant, non, on n'a pas besoin d'un temps plein. Mais je pense que rapidement, on va passer à un temps plein. Oui, voilà. Super, merci beaucoup. Non, je ferai passer ça à l'élu local et puis vous verrez avec Clémence de quelle manière vous pouvez les récupérer. Voilà. Super. Bah, du coup, Sophie Fenot avait une question. Avez-vous des exemples d'applications pour une petite commune de 1500 habitants? Ça, est-ce que tu as ça dans tes documents? Peut-être qu'on pourra faire passer les documents. Ça peut vous intéresser ou vous inspirer en tout cas. Oui, une commune de 1500 habitants. 1500. Bon, moi, je peux répondre un petit peu à ça si vous voulez. 1500 habitants, c'est vrai que du coup, voilà, on est sur des tailles plus modestes, mais là, je pense que les compétences primordiales, c'est notamment l'école, enfin tout ce qui peut être, si c'est encore à votre niveau, si c'est peut-être au niveau déjà de l'interco, mais tout ce qui peut être le centre de loisirs, garderies périscolaires qui sont voilà, des politiques jeunesse qui sont quand même des supports sur lesquels on peut travailler autour de la lutte contre les stéréotypes de sexe, veiller par exemple à ce que dans les activités des centres de loisirs, on soit sur des activités assez neutres du point de vue du genre, qui ne vont pas amener les enfants à se positionner sur des activités trop genrées. C'est peut-être former d'ailleurs les animateurs sur ces questions. Vous avez aussi le budget sport, souvent, qui est souvent d'ailleurs le plus conséquent, après celui sur les écoles. Et là aussi, vous pouvez peut-être regarder, c'est un très bon exercice de budgétisation sensible aux genre, regarder à qui va les subventions et quels sont les efforts qui sont faits pour accueillir les filles et les femmes qui veulent pratiquer. Voilà. Donc là, concrètement, l'égalité femmes-hommes, c'est vraiment des choses qui peuvent être très, très, très concrètes. Hein. Voilà, c'est... Au contraire, moi, je sais que j'ai eu des témoignages de femmes rurales dans l'Allier disant que, bah voilà, quand on est sur un choix budgétaire sur une petite commune, de rénover le terrain de foot, de mettre une pelouse synthétique sur le terrain de foot ou de rénover le gymnase, et ben, poser ces questions-là en termes de genre. Et vous allez voir que les enjeux sont importants. C'est-à-dire que mettre une pelouse synthétique sur un terrain de foot, ça va répondre aux besoins
et au loisir de à 90% de garçons et d'hommes, alors que peut-être rénover le gymnase, où là on est sur des sports collectifs, où il y a souvent plus de femmes, et ben, ça permet d'avoir un budget qui va à un plus large socle de la population. Et donc, des fois, quand on doit trancher, bah, peut-être poser les questions, justement, je reviens à mon histoire de c'est quoi l'impact en termes de genre des décisions que je prends, et ben, c'est de les poser en ces termes-là. Et quand je disais tout à l'heure ne pas être militant, c'est justement poser les choses en termes comme ça, c'est-à-dire, attendez, financièrement, ça impacte qui, voilà, à qui finalement va l'argent. C'est un vrai argument, je pense, qui, notamment dans les petites communes, a tout son sens, quoi. Merci beaucoup, Isabelle. Ce que je peux vous proposer, c'est qu'on fasse comme on va pas... S'il te plaît, j'ai juste, s'il vous plaît, pardon. Pas de souci. Juste en fait pour exactement en écho à ce que disait Isabelle à l'instant, Quimperlé, c'est à ma connaissance, enfin c'est 12 000 habitants, hein, Quimperlé, on n'est pas sur 1500, mais en termes de périmètre d'action, ça va être vraiment des compétences enfin, voilà, d'une plus petite commune, a établi un plan d'action pour 2020-2021 qui est 2020-2022. Je vous mets le lien dans le chat. Voilà. Super, merci beaucoup. Non, ce que je disais, c'est que je pense qu'il y a beaucoup d'idées dans le groupe et même en général, on a un groupe Facebook fermé donc qui est destiné aux femmes élues. On pourrait, si vous voulez, lancer le sujet de conversation sur des idées voilà, qui sont faciles à mettre en place et qui ne nécessitent pas effectivement un temps d'agent soit temps plein, soit mi-temps, que n'ont parfois pas les petites communes. Il y a une dernière question, on va prendre une dernière question parce qu'après sinon on va beaucoup tarder. Est-ce qu'il y a des subventions possibles à aller chercher pour certaines actions favorisant l'égalité femmes-hommes? Je ne sais pas si c'est plutôt Valérie ou Isabelle qui peut nous répondre. Aujourd'hui, il n'y a pas énormément de crédits sur la place publique. Il y a quelques collectivités, par exemple la région Bretagne, un budget d'aide à l'égalité femmes-hommes et avait lancé un appel à projet pour le développement d'initiatives territoriales dans lequel il pouvait y avoir des collectivités à répondre autour d'un projet sur la prise en compte de l'égalité. Sinon, après, vous avez c'est plutôt le FSE, le Fonds social européen, ou les programmes leaders. Il y a malheureusement, je vois très très peu de programmes leaders qui se saisissent de cette question de l'égalité femmes-hommes. Alors que là, il y a encore justement dans les pays, si vous êtes sur des pays où il y a des fonds leaders, là, il y a vraiment matière à développer des choses. Il y a quand même, allez voir du côté du CGET, maintenant de l'ANCT, de l'Agence nationale de la cohésion des territoires, où il y a peut-être voilà, des crédits. Et puis peut-être regarder plan de relance. Moi, j'insiste beaucoup sur le fait que les femmes vont être beaucoup plus touchées que les hommes par la perte d'emploi dans le cadre de la crise de la Covid. Donc, il serait là encore plus normal qu'elles soient les premières bénéficiaires. Or, c'est pas tellement dans ce sens-là que ça va, puisqu'on va beaucoup aider des secteurs à dominante masculine en dehors de la santé. Donc, c'est peut-être là aussi l'occasion, si vous avez des projets structurants, de faire remonter des choses. Il va y avoir des délégués du préfet ou des sous-préfets en charge de la relance. Voilà, je pense que si vous avez des beaux projets, des bonnes idées, moi, je pense que de l'argent, on peut en trouver. Merci beaucoup Isabelle. Bernadette précisait, vous pouvez vous entourer d'associations et aller voir les métropoles aussi. Du coup, je vais laisser Isabelle conclure en nous présentant la formation. Donc, du coup, pour aller un peu plus loin, Élu local et Isabelle Guégan donc de Perfégal organisent une formation, les indispensables délégations droits des femmes. Donc, Isabelle, je vais te laisser nous la présenter. Oui, donc vous l'avez, vous aurez le programme sur le site Élu local et puis on pourra peut-être vous mettre le lien internet aussi dans la conversation. Oui, j'enverrai tout demain par mail. D'accord. Donc là, l'idée, ça a été de mettre en place une formation sur 2 jours consécutifs
donc avec des premières dates qui sont fixées au 18 et 19 mars donc, à Paris, en présentiel a priori. Avec en fait l'idée, c'est un peu tout ce qu'on a discuté aujourd'hui, c'est une première phase plus sur, une première journée plus sur comment évaluer les politiques publiques de sa collectivité en matière d'égalité femmes-hommes. Donc à la fois comprendre de quoi on parle quand on parle d'égalité femmes-hommes, donc revenir sur la question des stéréotypes, de la construction et sa persévérance des stéréotypes, pourquoi est-ce qu'ils durent, voilà l'impact aussi des violences sexistes sur ces inégalités, et puis bien entendu voilà, avoir un peu des données clés, regarder un peu ce qu'il est, bien entendu, rappeler le cadre légal, mais aussi focaliser sur les compétences et le rôle des collectivités en matière d'égalité, et regarder aussi les outils à votre disposition. On n'en a pas parlé, mais par exemple la commande publique est aussi un levier intéressant. Et puis c'est surtout aussi montrer voilà, comment quel est l'impact des politiques sur l'égalité femmes-hommes, et notamment en s'appuyant sur 3-4 compétences. Ça pourrait être l'éducation, le développement économique, la transition énergétique, le sport et la culture. Voilà, avec des exemples de bonnes pratiques. Et puis alors l'idée, c'est qu'au moins dans cette première journée, vous puissiez, enfin les participants puissent vraiment creuser un peu leur perception qu'ils ont de l'égalité sur leur territoire. C'est-à-dire, on a parlé du diagnostic, on parle du plan d'action. C'est vrai que, bon, c'est sûr que moi je suis sociologue, donc c'est un peu ma méthode, ma façon d'être, ça m'a été ma façon d'être formée, mais on ne peut construire un plan d'action que sur un diagnostic. En fait, on ne met en place une politique publique que pour résoudre des problèmes. Donc, c'est quoi les problèmes, quoi? Parce que s'il n'y a pas de problème, il n'y a pas besoin d'avoir de politique. Donc, c'est quoi? Pourquoi on fait ça, quoi? Pourquoi? Et donc, pourquoi? Ben, il faut s'appuyer sur des chiffres. Et en plus, ça donne vraiment des arguments. C'est-à-dire que je pense qu'en tant qu'élu, plus on va cerner les choses et de manière concrète, de manière avec des chiffres à l'appui, avec des témoignages, etc., vous allez vous consolider dans votre expertise et gagner aussi en légitimité dans la prise de parole, dans les choses que vous pourrez défendre. Et l'idée, c'est la deuxième journée d'être plus justement comment on met en place un plan d'action en définissant des axes de travail, comment on distingue approche intégrée, approche spécifique, l'importance des indicateurs aussi, et puis la question aussi, bien entendu, des moyens qu'on mobilise, hein, on en a parlé tout à l'heure, mais faut-il un chargé de mission à temps plein, faut-il monter un groupe de référents, enfin voilà, il y a différentes manières aussi de mettre en œuvre et de faire vivre un plan d'action. Et puis l'idée à la fin de la journée, c'est quand même que les élus, parce que vous êtes, voilà, on est vraiment sur une formation en direction des élus, donc on est plus sur la stratégie, et du coup c'est l'idée en fait d'être en fin de journée en capacité d'avoir sa feuille de route un peu sur sa propre démarche au regard de son territoire. C'est-à-dire que l'idée c'est, moi je connais pas de formule magique. Je dirais pas pour agir, il faut diagnostiquer, consulter et élaborer un plan d'action, etc. Mais après, je veux dire, les axes que vous devez choisir, sur qui vous devez vous appuyer, la durée du plan d'action, etc., etc. Ça, c'est vous qui le savez parce que c'est propre à votre territoire. Et qu'il n'y a pas un plan d'action, le plan d'action de Blagnac, c'est le plan d'action de Blagnac. Si c'est ces axes-là qui ont émergé, il y a des raisons à ça. Ça peut être lié à plein de choses, au territoire, voilà,
Et donc, c'est bien de s'inspirer des autres plans d'action, mais il ne faut surtout pas être dans du copier-coller. Et donc, voilà, faut vraiment avoir sa propre feuille de route et qu'on soit élu d'une ville de 300 habitants, de 1500, d'une grande région. Je pense que chacun doit avoir sa feuille de route. Donc, c'était un petit peu voilà, l'idée au bout de ces 2 jours. Merci beaucoup Isabelle. J'ai du coup de côté d'élu local, Armelle, je ne sais pas si tu es dans le coin, Armelle Lefebvre qui est notre conseillère pédagogique et qui donc sera à votre disposition si vous avez besoin d'informations sur cette formation. Tout à fait. Tout à fait. Bonsoir à toutes et à tous. Donc, comme l'a dit Clément, je suis conseillère pédagogique et formation chez Élu Local. Donc, j'accompagne les élus sur leur montée en compétences. J'ai déjà échangé avec certaines d'entre vous. Voilà, si vous avez envie d'approfondir cette thématique, si vous avez un projet de formation pour 2021 ou si vous avez des questions diverses et variées sur votre droit individuel à la formation, par exemple, n'hésitez pas à prendre contact avec moi. J'échangerai avec vous avec plaisir à ce sujet. Voilà, vous aurez mes coordonnées, je crois, à la fin de la présentation que vous enverra Clémence. Tout à fait, je vais les mettre là en fond d'écran et de toute façon, demain, je vous renvoie un mail avec toutes les infos, dont les coordonnées d'Armelle. Voilà. Merci beaucoup Armelle. On voulait vous proposer de faire une photo de groupe avant de partir. Je ne sais pas si tout le monde est d'accord, puisque je vois que vous êtes toutes cachées derrière vos caméras. Mais si tout le monde est d'accord, on peut se faire une petite photo de groupe. On ne vous prend pas par surprise, on vous prévient, c'est plus simple. Hop, alors attendez, comment maintenant on va faire ça par téléphone, ce sera plus simple. Tout le monde ne sera pas sur la photo. Non, là, on est trop nombreux. Perdez pas la pause, je me dépêche. Merci beaucoup. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter. Armelle sera à votre disposition, je suis à votre disposition aussi. Et on vous renvoie toutes les informations demain. Et on mettra probablement aussi l'enregistrement de la visioconférence sur le groupe Facebook, la communauté des femmes élues. Donc, si vous n'êtes pas déjà sur ce groupe, n'hésitez pas à nous rejoindre. Je vous remettrai le lien donc, dans le mail demain. Et voilà. Je vous souhaite une très belle soirée à toutes. Nous aussi, merci beaucoup. Au revoir tout le monde. Au revoir. Bonne soirée. Bonne soirée. À bientôt. Au revoir.